Je m'appelle Natasha Zavatskaya et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Olga Russo-Waters avec nous qui parlera de ses mémoires, Le Nord, Mon Amérique à moi. Voilà le livre entre mes mains, où elle raconte l'histoire fabuleuse de sa famille italienne, le départ au nord de la France d'abord et puis l'immigration aux États-Unis. Merci beaucoup, Olga Waters, de nous rejoindre. Olga sera en conversation avec Sarah Diligenti, directeur de l'Alliance française, qui se connecte depuis Paris, où il fait minuit, si je ne me trompe pas. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Et je voulais aussi noter la présence d'une personne très importante dans la naissance de cet ouvrage, Jacques Panier, qui est là, l'auteur lui-même aussi, qui a écrit Mémoire Bonsoir. d'un enfant du Nord, bonsoir, Bonsoir. qui est aussi directeur de la compagnie qui s'appelle Lire autrement et qui a donc investi, qui a encouragé et soutenu l'édition de ce livre écrit par Olga Waters. Merci Jacques de nous rejoindre malgré cette heure assez tardive en France. Et voilà, donc permettez-moi maintenant de vous présenter Olga. Née en 1957, Olga Russo passe les premières années de sa vie à Orsara, une petite ville dans le sud de l'Italie. Quelques années plus tard, le manque de travail pousse la petite famille à s'installer dans le nord de la France, où le père exercera le dur métier du mineur du fond. En 1966, devant les risques de métier et les problèmes de santé, elle se résigne à partir pour les États-Unis, en Pennsylvanie. Une partie de la famille est installée déjà. Olga, qui avait enfin retrouvé une enfance heureuse, ce départ sera très douloureux. Après une période d'adaptation difficile, les années d'adolescence, la jeune fille réalisera ses études secondaires et universitaires malgré toutes les difficultés qui lui offriront de beaux horizons professionnels. Olga occupera alors de divers postes d'analyste, gestionnaire, directeur de projet et conseil dans le domaine de la programmation pour l'aviation civile. Au cours de ces années de travail, elle aura avec John, son mari, deux enfants, Daniel et Joël. Aujourd'hui retraitée, Olga Russo-Waters jardine, lit, s'occupe de ses petits-enfants et écrit ses souvenirs d'enfance dans le Nord auxquels elle reste très attachée. Et donc voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à vous, Olga et Sarah. Bonsoir tout le monde depuis Paris, entre pluie, vent et tempête. Je suis ravie de recevoir Olga Russo-Waters, bien évidemment parce que nous avons quelque chose en commun. Nous avons une partie, Olga a sa famille paternelle et maternelle d'origine italienne. Moi, c'était du côté de mon père, ils étaient italo-russes. Et donc, j'ai beaucoup apprécié votre livre et votre expérience. Mais mon grand-père avait quitté l'Italie déjà au 19e siècle, donc bien avant le 20e siècle. Et puis ensuite, avec ma grand-mère, ils se sont connus pendant la Première Guerre mondiale. Il était rentré en Italie pour la Première Guerre mondiale. Il a connu ma grand-mère là-bas. Et puis quand Mussolini est arrivé, il a décidé de quitter l'Italie pour de bon. Et il est rentré en France où il avait été depuis l'âge de 5 ans. Et il a amené ma grand-mère avec elle et mon père. Et puis, ils sont partis aux Antilles. Donc, les Antilles, c'est l'Amérique de la France, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie de la zone géographique américaine. Donc, j'ai trouvé, en vous lisant, qu'on avait beaucoup de points communs, en fait. Et ça me fait beaucoup plaisir et beaucoup d'émotion de parler avec vous ce soir. Je voudrais aussi saluer la présence ce soir parmi notre audience, de Brigitte Asfour, qui est présidente de l'association des ch'tis. Brigitte me corrigera éventuellement dans le chat parce que ça a peut-être changé de nom, mais j'avais eu aussi un très bon accueil il y a quelques années dans cette association parce que, comme dit Enrico Macias, les gens du Nord, ils ont dans leur cœur le soleil qu'ils n'ont pas dans leur décor, n'est-ce pas? Donc, ils ont un accueil très, très chaleureux. Alors, Olga, ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a incité à écrire vos mémoires et pourquoi avez-vous décidé de les écrire en français et de les publier en français?
Alors, avant tout, je veux dire merci à vous, à l'Alliance française et Natacha pour cette opportunité d'être ici et parler avec vous. Alors, pour votre question, merci. Pour moi, écrire ce livre a été devenu vraiment un devoir parce que j'ai souhaité de donner hommage à un père qui a sacrifié sa vie pour sauver sa famille et aussi pour les migrants du monde, de tout le monde, d'hier et aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui, ils se sacrifient pour les leurs en tentant de créer une vie meilleure pour les leurs. Et les problèmes d'hier ne sont pas changés. Et j'ai souhaité de témoigner à une famille qui, pour moi, a été toute ma vie, une famille de cohésion qui nous a donné les valeurs pour chaque de nous de trouver notre chemin pour créer notre vie. Et c'est les sacrifices de nos parents que nous pourrons faire pour nos enfants, ce qu'ils ne pouvaient faire pour eux. Et pourquoi en français? La France, mes meilleures mémoires, c'était mon enfance. Et on n'oublie jamais notre vie d'enfance. Et je pense que serait mieux si je pourrais lire un passage, parce que le passage, je pense que exprime vraiment mes sentiments de pourquoi c'est écrit en français. C'est 4 paragraphes. Le premier sur page 153 et 3 autres quelques pages après. Après l'école, nous nous dirigeâmes vers l'emplacement du terril où avait été installé un supermarché. Fenin avait réussi à préserver sa base. Tout ici aujourd'hui était ému, car nous étions tout attachés à la mine d'une manière ou d'une autre. Nous pensions à nos pères, à nos frères, à nos fils, qui y avaient œuvré si durement. C'est ici aussi que Pape avait donné une partie de sa vie pour nous délivrer de la misère. Toutes nos douleurs se conjuguaient. Je comprenais mieux maintenant pourquoi Pape avait toujours été très fier de faire partie de cette communauté. Et à cet instant précis, j'aurais tant voulu lire le bonheur sur son visage devant cet accueil chaleureux. J'étais accablée par tous ces sacrifices. Mon silence fut ma marque de respect. Cette journée exceptionnelle, je la devais à une immense organisation et au travail de recherche, à mes amis d'enfance, aux élus, à tous les gens de chez nous, la passion profonde des gens d'Ornain et de Fenin pour leur mine m'inspira une nouvelle et encore meilleure idée de ce qu'ils représentaient dans ma mémoire et dans mon cœur avant mon arrivée. La mine et son impact sur notre vie de famille nous avaient pour toujours réunis. Je voulais honorer Pape et revivre quelques moments de mon enfance avec lui, mais j'ai ressenti bien plus. J'avais compris pourquoi c'était si dur pour maman et Pape de quitter leur famille du Nord. La générosité et la gentillesse de tous ceux qui ont rendu ce rêve possible n'avaient pas de prix pour moi. Ces souvenirs d'aujourd'hui étaient des trésors que j'allais garder jalousement pour toujours. Et c'est la raison que c'est écrit en français, pour donner quelque chose à notre famille du Nord.
Mm. Merci beaucoup, Olga, pour ça. J'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure pour les migrants d'hier et d'aujourd'hui. Il y a quelques années, à Paris, justement, il y a eu une exposition qui parlait justement de l'immigration des Italiens. L'exposition s'appelait Ciao Italia. Elle était dans un musée que je n'avais jamais visité, je crois qu'il est le musée de l'immigration, et qui parlait justement de l'immigration des Italiens depuis le 19e siècle, enfin plutôt début du 20e, et puis aussi dans les années 60 justement. Et donc votre livre m'a rappelé aussi cette exposition qui était bien faite. Et vous êtes née en Italie, dans la province de Foggia. Quand vous étiez toute petite, votre famille a donc décidé de quitter l'Italie et de venir s'installer sur la commune d'Ornain. Racontez-nous un petit peu votre vie au nord de la France, dans la communauté des mineurs. Dans le titre de vos mémoires, Le Nord, mon Amérique à moi, vous appelez le nord de la France votre Amérique. Pourquoi? La France a apporté le bonheur pour moi et ma famille. Comme j'ai déjà décrit les gens du Nord, tous les gens aidaient l'un et l'autre du premier jour. Nous étions tous les mêmes. Tout le monde travaillait dans la mine. Tout le monde avait les mêmes types de problèmes. Et nous sommes réunis autour de cela. Et mon Amérique à moi est un dicton français. Et même quand nous avons vécu en France auparavant, mon papa disait toujours, moi j'ai trouvé mon Amérique. Mes grands-parents étaient aux États-Unis et ils avaient déjà commencé de parler pour nous venir en Amérique, pour être avec eux. Et mon papa, avec un sourire, disait toujours, moi, nous sommes tranquilles ici, tout est bien, j'ai tout ce que j'ai besoin. Mon Amérique est déjà ici. Et donc, à la lecture de votre livre, on en revient à penser, parce que ce qui anime souvent les personnes qui émigrent vers les États-Unis, donc qui viennent s'installer aux États-Unis, c'est cette notion de ce qu'on appelle en français le rêve américain, donc the American dream, the American way of life. Donc, quand on vous lit, à partir du moment où vous arrivez aux États-Unis et tout ce que vous entreprenez, vos études, la manière dont votre famille s'installe, et tout, on a l'impression, on se dit oui, le rêve américain existe toujours. Est-ce que vous le pensez? C'est une bonne question, vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup pensé parce que à l'époque, c'était vrai, le rêve américain existait. Il a existé pour nous quand nous sommes venus ici. En réalité, maintenant, c'est difficile de le voir. Réalistiquement, il n'existe pas à ce moment. Peut-être il existe à d'autres parties, mais non pas ici. Mais la partie plus idéaliste en moi voudrait croire qu'il existe, il doit exister, même s'il existe un peu, on doit toujours avoir l'espoir, parce que si l'espoir est parti, le rêve aussi est parti. Oui, vous avez raison. C'est l'espoir, lui. Verlaine, le poète Verlaine avait un vers là-dessus sur l'espoir, lui, comme un brin d'herbe. C'est tout à fait intéressant ce que vous dites. Et donc, les familles qui émigrent, qui vont s'installer dans un pays qui n'est pas le leur, où on parle une langue différente,
il se passe quelque chose souvent au niveau de la langue. Et moi, si je vois par exemple la famille de mon père, donc, qui était multilingue, italien, russe et d'autres langues, mon grand-père parlait beaucoup de langues et mon père aussi, mais j'ai remarqué que mon père, il ne m'a pas parlé italien. Il m'a parlé anglais parce qu'on parlait anglais à la maison aussi. On écoutait les chants russes. Ma mère parlait français, donc il parlait français aussi, mon père. Mais il ne m'a pas parlé italien. Et lui, il parlait italien avec ses parents et français aussi avec son père qui parlait français. Et piémontais aussi, il parlait. Mais il ne m'a jamais parlé. Donc pour moi, c'était comme un manque. Et donc, est-ce que vos parents, à vous, faisaient l'effort de parler le français en France et puis l'anglais aux États-Unis avec vous, avec votre sœur, avec vos frères, afin que vous puissiez vous intégrer plus facilement? Ou bien est-ce qu'ils parlaient l'italien ou le patois d'Orsara en famille? Qu'est-ce qui se passait au niveau de la langue? Nous n'avons jamais parlé le patois. Et en France, mes parents parlaient le français. Maman était affable avec les voisins, papa était à la mine et il avait déjà vécu en France seul pour 1 an avant que nous sommes venus. Alors, il parlait bien, mais en famille, il parlait plus par italien, mais il parlait aussi français parce qu'il voulait que nous apprenions le français. Et moi, quand j'ai commencé les écoles élémentaires, ma maman a aussi appris avec moi. Moi, je faisais mes devoirs et maman était à l'épaule qu'elle regardait ce que je faisais. Et elle disait toujours, quand tu apprends le français, moi aussi, je le prends avec toi. Alors, mais quand nous sommes venus en Amérique, c'était un problème un peu plus grand parce que il n'y avait personne dans notre maison familiale qui pouvait nous aider pour la traduction. Les petits regardaient les grands et les grands regardaient les petits pour aide. Et la langue anglaise a été beaucoup plus difficile à apprendre pour nous tous. Mais mes parents ont essayé ils parlaient plus italien en France qu'à l'Amérique. Et je pense que c'était parce qu'ils voulaient que nous apprenions l'anglais, parce que c'était plus difficile, nous étions plus âgés et c'était plus difficile. Mais il est arrivé un temps qu'on parlait un mélange de français, anglais et italien. Et les mots venaient plus fluides. Nous savons ce qu'ils savaient et ce qu'ils ne savaient pas. Et ils venaient très facilement. Mais comme dans votre famille, c'était à la prochaine génération qu'on a vu non pas problème ou difficultés, mais on a parlé plus anglais et a abandonné l'italien et le français. Et ma fille est sur ligne maintenant et je suis sûre qu'elle rit parce que quand notre petits-enfants sont nés, elle m'a dit, je veux que tu parles italien avec eux ou français, une autre langue. Et c'est difficile parce que dans notre maison, c'est seulement moi que je parle l'italien et c'est difficile de parler. J'oublie toujours. Je dois. Et, alors, elle se fâche avec moi quelquefois. C'est amusant. Moi, ma fille n'a pas encore d'enfant, mais et mon fils parle les deux langues, français, anglais, très bien. Ma fille comprend l'anglais, mais le français moins bien.
mais elle m'a déjà dit que lorsqu'elle aura des enfants, il faut que je leur parle en français ou en russe, mais il faut qu'ils aient quelque chose d'autre que l'anglais aussi. Donc, c'est Une autre intéressant langue. c'est intéressant de voir ça. Et donc, quand vous avez donc déménagé aux États-Unis avec l'anglais qui a remplacé peu à peu le français, est-ce que vous avez senti que vous étiez en train de perdre une partie de votre identité française? Mon fils, moi, il me l'a dit souvent, même s'il est bilingue, il m'a dit que quand il allait en France, souvent ses cousins se moquaient de lui, qu'il parlait comme un livre, parce qu'il ne parlait pas avec le vocabulaire de tous les jours de français. Il ne connaît pas les connotations culturelles. Donc, est-ce que vous avez senti que vous perdiez une partie de votre identité française quand vous êtes arrivé aux États-Unis et que vous avez commencé à parler anglais? Pour moi, je ne pense pas que j'ai perdu mon identité parce que la langue, oui, je l'ai perdue et c'est encore difficile pour les mots de me venir. Mais mes meilleurs jours de mes enfances ont été en France. J'ai beaucoup de souvenirs qui sont dans mon cœur que je n'oublierai jamais. La langue est perdue pour longtemps, mais et une partie, c'est parce que dans la vie, on doit balancer beaucoup de choses. Et quand nous sommes venus en Amérique, la langue française était celle que j'ai dû perdre pour, avancer à d'autres choses, pour vivre. Mais je ne me suis pas sentie d'avoir perdu mon identité. Mhm. Et la question que je vais vous poser, la chose suivante, est peut-être un petit peu difficile parce que c'est quelque chose que souvent on essaye de minimiser ou bien d'ignorer. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous la pose, parce que j'en ai discuté avec mon père. Mon père est mort en 2013. Et en 2004, donc il avait fait ses études à MIT, il parlait très bien l'anglais, il avait fait ses études avant en France, donc à Stanislas à Paris, qui est un lycée très connu à Paris, un lycée privé. Et nous étions partis donc avec la famille en voyage aux États-Unis, à l'Ouest, en 2004, avec mon père, et les enfants dormaient dans la voiture, et il était à côté de moi, et on discutait de la discrimination et tout. Et il me raconte que lorsqu'il était à Paris dans les années 30, hein, donc les années de la montée du fascisme en Italie et en Allemagne et aussi en France, un petit peu avec les groupes d'extrême droite, et il m'explique que lorsqu'il était petit à Stanislas, lorsqu'il était au collège, certains de ses professeurs, des jésuites, l'avaient traité de macaroni. Et donc, il avait écrit à son père, il avait raconté ça. Son père a pris le bateau venu de Guadeloupe, il est venu parler au proviseur et il n'était pas très content. Et après, ça n'est plus jamais arrivé. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais j'aurais souhaité que tu me racontes cela quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, 15 ans, parce que quand moi j'ai été au lycée en France, dans un lycée privé aussi, hein, un lycée de jeunes filles, c'est la même chose. Les jeunes femmes, les jeunes filles de ma classe, elles se moquaient de mon nom de famille parce que ce n'était pas un nom français, et elles m'appelaient l'étrangère. Donc j'ai senti ça, je ne me suis jamais sentie complètement 100% française. Et donc vous, est-ce que vous avez fait cette expérience de la discrimination en France ou aux États-Unis à un moment ou un autre de votre vie? Désolée de sentir cela, mais pour moi, en France, et peut-être c'est parce que nous vivions dans une communauté où nous étions tous les mêmes. Nous n'avons jamais eu cette expérience. Nous étions
voisins avec les Polonais, les Marocains et les Italiens et les Français, nous étions toutes intégrés. Mais j'étais aussi petite, mais ma famille n'a jamais dit rien de cela. Et aux États-Unis, c'était la même chose. Ce n'était pas une grande ville où nous vivons. Et dans les écoles, il n'y avait pas beaucoup de migrants, mais seconde et troisième génération de migrants. Alors, il y avait une reconnaissance de cette vie. Mais je sais que dans les grandes villes ou dans les universités, dans les écoles plus grandes, quand il y a beaucoup plus de monde, beaucoup de diverses parties du monde, il y a plus de discrimination. Mhm. Et est-ce que vous pensez que votre carrière professionnelle, votre vie professionnelle aurait été différente si vous étiez resté en France? Je pense que mon métier serait différent, mais je ne suis pas le type de rien faire. Je suis déterminée toujours les choses que je veux faire et mes études, j'étais sérieuse. Alors, j'aurais fait quelque chose professionnel, je ne sais pas quoi, mais j'aurais fait quelque chose. Vous êtes revenu en France et que vous avez retrouvé vos amis, que vous avez être revenu sur votre lieu où vous avez vécu, l'école, tout ça. Donc, c'était longtemps après. Qu'est-ce que c'est qui vous a surpris le plus, positivement et peut-être négativement? Qu'est-ce que c'est qui vous a surpris, qui était nouveau, voilà. Nous sommes retournés en France, moi et mon mari, après 50 ans. Et j'avais un peu peur de revenir parce que je ne savais pas ce que je retrouvais. Mais grâce à Jacques Panier, mon ami de Paris, qui est aussi sur ligne, il avait mis en place un conte de fées, vraiment un conte de fées pour un retour. Et il était tout secret. Et c'est grâce à lui que j'ai retrouvé mes amis. J'ai pu aller chez moi à Fenin et à Ornain. Et c'était la note positive, c'était le mieux que j'aurais pu rêver. Oui. Et pour moi, c'était même après 50 ans que je suis retournée au pays de Fenin et de Ornain. Les gens du communauté étaient les mêmes. Ils ont leur cœur sur leurs bras. Et c'était vraiment, vraiment émouvant. Et pour moi, cela, c'est une partie, la raison que j'ai écrit le livre. Je suis été très, très touchée par cela. Rien de négatif alors? La seule chose négative que je dis est que le moment n'existait pas plus longtemps. Les jours, c'était trop court. Ouais. Dans votre livre, qui est un livre vraiment que j'ai beaucoup apprécié parce que justement, à cause de toute cette positivité, à cause de l'espoir qui est permanent, à cause du fait que votre famille et vous surmontez les obstacles de l'immigration et que vous restez soudés, une famille soudée, c'était vraiment très émouvant. Et vous avez mentionné un seul événement traumatisant dans les années 2000 que nous connaissons dans la région, puisqu'il s'agit de la fusillade de Virginia Tech. À l'Alliance française de Washington, nous avions une professeure, Ramata,
dont les parents enseignaient à Virginia Tech. Ils sont survivants. Mm. Et vous, malheureusement, la meilleure amie de votre fille y est morte. Mais en revanche, dans le livre, je n'ai pas trouvé une seule fois une mention du 11 septembre ou de la guerre en Irak ou bien du sniper qui nous a traumatisés ici. Enfin, mes enfants, ma fille a été traumatisée. Pourquoi vous n'avez pas mentionné le 11 septembre, par exemple? Je suis très désolée pour tous ceux qui sont été perdus. Le 11 de septembre a bouleversé et touché tout le monde d'une manière ou d'une autre. Le sniper que nous avons vécu ici, les fusillades une après l'autre, à beaucoup de pays tout autour du monde qui sont encore catastrophes. Et le 11 septembre, moi aussi, je me souviens où j'étais et pour chercher mes proches. Et j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet de comment, parce qu'on ne peut pas écrire de tout, mais j'ai beaucoup réfléchi sur cela. Et j'ai décidé de faire, de le montrer dans ma dédicace. Parce que la dédicace est un mari et tous les hommes qui sont perdus au feu armé. Et pour moi, c'était pour tout et chaque perdu parce que on ne doit jamais les oublier. Et Natacha l'a fait remarquer tout à l'heure quand elle vous a présenté, vous parlez beaucoup de la cohésion familiale, notamment à la page 133 dans vos mémoires. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, cohésion familiale? Comment vos parents ont réussi à maintenir cette cohésion familiale malgré les différences culturelles et générationnelles? La cohésion familiale, pour moi, c'est le ciment qui nous tient ensemble. Ce n'est pas à dire que nous sommes tous différents, nous avons fait tout notre propre chemin, mais les traditions, nous avons le respect pour l'un et l'autre, que nous sommes différents. Et vraiment, pour dire la vérité, la preuve qu'ils sont réussi à tenir cette cohésion de génération à génération. Et quand j'ai entendu mon fils qui parlait des amis ou en famille plusieurs fois, j'ai entendu qu'il a dit « Moi, je suis bien tombé. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné des valeurs solides et les outils pour faire les bons choix de la vie. » Et pour moi, c'était la preuve que mes parents sont réussis à tenir cette cohésion dans la famille. Et c'est à nous de travailler pour mettre sûr qu'il reste comme cela. Oui, c'est vrai, c'est à nous de travailler pour qu'il reste comme cela. Mais je pense vraiment, Olga, que vous avez eu de la chance, vous avez été bénie d'avoir une telle famille et de tels parents, parce que même lorsqu'on et d'avoir réussi justement à garder cela, parce qu'on peut avoir une famille originelle, c'est-à-dire dans laquelle on est né, qui est pleine de cohésion et qui reste ensemble et qui vous donne des bonnes valeurs, mais cela ne veut pas dire qu'on aura la même chose après soi-même quand on fait sa propre vie, et cela ne veut pas dire que même si on a envie
de donner cette cohésion et de donner cette tradition, que l'on va y arriver. Donc, vous avez vraiment été bénis. Vous avez eu une bonne fée sur votre berceau qui vous a donné ce cadeau de cohésion familiale. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France ou de l'Italie? Quand vous pensez à la France, quand vous pensez à l'Italie, qu'est-ce qui vous manque le plus? L'Italie est mon berceau. Nous avons encore famille qui habite là. Et je l'aime beaucoup, je l'adore, j'aime y aller. La France, on n'oublie jamais l'enfant qu'on a été. Et pour moi, quand j'ai quitté la France, mon enfance est finie. Alors, mes meilleurs souvenirs dans mon cœur sont c'est un bonheur pour moi. C'est difficile de dire lequel je manque le plus. Oui, mais ça pourrait être quelque chose de tangible. Par exemple, moi, si on me demande qu'est-ce qui vous manque le plus de la France, je dis tout de suite, par exemple, le parfum des violettes. Parce que ma grande surprise aux États-Unis, cela a été de voir au printemps des champs, enfin sur les trottoirs, là où il y a de l'herbe dans autour de l'école de mes enfants, des violettes partout, et puis les violettes ne sentaient rien. Quelle déception! Parce que à Toulouse, dont la famille de ma mère est de Toulouse, dans le sud de la France, c'est la ville rose, mais c'est aussi la cité des violettes. Et les violettes à Toulouse, elles sentent très, très bon. Et donc, moi, si on me demande ce qui me manque le plus de la France, je vais vous dire, c'est le parfum des violettes. Donc, c'est pour ça, je voulais voir si vous aviez quelque chose de matériel qui vous manquait. Peut-être le tilleul. Le tilleul, les arbres qui m'amenaient à mon école, toute la rue était alignée avec les arbres de tilleul. Et maintenant, je me souviens aussi dans le cours de l'école, parce qu'on avait les toilettes dehors dans la cour. Et les arbres de tilleul masquaient le son. Oui, tout à fait, oui. Alors, ce n'est pas du tout facile d'écrire sur les gens que vous connaissez, donc sur la famille, sur les enfants, sur les amis. Comment est-ce que ça a été pour vous? Est-ce que votre famille vous a soutenu et vous a encouragé à écrire sur vous et sur eux aussi, sur la famille? C'est vrai, c'est difficile d'écrire sur les gens que nous connaissons parce que nous voulons être objectifs, nous voulons être honnêtes et respectueuses de leur caractère sans maquillage. Oui. Et pour le soutien familial, j'ai eu beaucoup de soutien. Mes frères et sœurs, avec toutes les petites anecdotes pour m'être sûr que tout était vrai et honnête. On a parlé beaucoup parce que quelquefois, je savais seulement une partie de l'histoire et mes frères et sœurs ont rempli les trous. Alors, et quelquefois, quand tout était fini, mais moi, je ne savais pas que c'était comme cela. Alors, c'était vraiment une expérience, c'était bon. Et particulièrement avec ma maman, parce que maintenant, maman a 93 ans. Alors, dans les dernières 3-4 ans, elle venait chez moi pour quelques semaines à la fois et on parlait de séjours dans l'Italie. Et c'était vraiment une expérience parce que je ne savais pas que les détails, même à son âge, sa mémoire, ses souvenirs très précis. Et elle
quelquefois, je demandais une question en anglais et elle disait, ah, je ne me souviens pas. Et puis, tout de suite, je demandais la question en italien. Et elle commençait à parler et parler. Et la seule chose que je regrette est que je ne l'ai pas enregistrée. Oui. Et c'était bon pour elle parce qu'elle aimait beaucoup parler de ses jours anciens. C'est vrai, vous avez raison. Moi, j'ai enregistré, j'ai pensé comme ça quand mon père est venu la dernière fois en 2009 pour la graduation de ma fille en high school. Et je lui ai dit, ah, j'aimerais t'enregistrer, faire une vidéo. Et j'ai fait comme ça, j'ai 3 jours de vidéo avec mon père. Et après, bon, il est mort en 2013 et je n'ai pas regardé de nouveau les vidéos parce que ça fait encore un peu mal, mais je le ferai un jour et puis j'essaierai de faire comme vous, écrire quelque chose, ne serait-ce que pour mes enfants, pour qu'ils aient l'histoire de leur grand-père. Voilà. Et alors finalement, une dernière question avant de laisser le public vous poser des questions. Dans quel pays vous sentez-vous chez vous? Est-ce que vos enfants se sont reconnectés avec leur racine italienne? Est-ce qu'ils ont appris l'italien? Est-ce qu'ils ont voilà, et dans quel pays vous sentez-vous le plus chez vous? Si je pourrais passer 4 mois dans chaque pays, je serais très contente. Mais en même temps, il serait un grand problème parce que je manquerais mes enfants et mes petits-enfants parce que maintenant, ils sont devenus mon nouveau monde. Mais avec la famille que nous avons en Italie, nous avons beaucoup de venir et aller. Les amis en France, maintenant que nous avons reconnecté, Jacques, que je parle avec presque tous les jours, c'est vraiment chez moi partout. C'est vrai, vous savez, c'est très amusant ce que vous venez de dire, Olga, parce que juste avant l'événement, j'ai dîné avec un de mes collègues de la Fondation Alliance française à Paris et il m'a posé la question. Il m'a dit, mais Sarah, qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Bon, parce que moi, j'aurai 60 ans l'année prochaine alors je lui ai dit, je ne prendrai pas ma retraite au moins avant d'avoir 70 ans, peut-être plus tard parce que je suis comme ça. Et il m'a dit, mais vous allez la prendre où? Vous allez la prendre en France, aux États-Unis? Et je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, vous savez, moi j'ai une fille qui a quand même a été toute sa vie aux États-Unis, qui va bientôt se marier probablement en 2023 avec un Américain qui ne parle pas français. Et donc, elle aura des enfants. Et je n'ai pas envie d'être un grand-parent absent. Je veux pouvoir être là. Et donc, je lui ai dit, le mieux, si je pouvais me le permettre, ça serait de passer 6 mois en France et 6 mois aux États-Unis. C'est comme donc, c'est intéressant de voir qu'on a la même réaction, effectivement. J'aurais dit la même chose. Pardon? On pense à la même chose. Oui, oui, c'est vraiment amusant de voir ça. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Merci beaucoup, Sarah et Olga. Et je pense que Olga voulait lire tout un petit passage, oui, avant qu'on passe aux questions du public. Je ne veux pas oublier, Sarah, quand Sarah a demandé la première question, pourquoi en français, je voulais aussi, je ne veux pas oublier de dire que La Voix Édition, qui a publié le livre, pour moi, j'étais très fière parce que La Voix Édition fait aussi partie de La Voix du Nord, qui était déjà depuis 15 ans une partie c'était le journaliste de les familles minières. Et c'était un journal très intégrante dans ce temps.
Cela est chapitre 4 quand nous avons quitté la France. Novembre arriva trop vite. Le dernier jeudi en France fut réservé à un dîner avec les amis d'Elisa et les miens. Ensemble, nous avons mangé des pâtes, de la salade, des tartes au citron que maman avait spécialement cuites au four pour le dessert. Il y avait beaucoup d'amis et de voisins qui vinrent nous souhaiter un bon voyage. Quelqu'un prirent des photos, dont une avec tous les enfants du quartier. Alfredo était un familier de la rue et en souvenir, je voulais qu'il soit sur les photos. Mais toujours aussi têtu, il refusa. Je lui promis de tenir sa main et de le ramener à la maison dès que nous aurions terminé. Il serra ma main fermement et je ne lâchai pas la sienne, comme promis, sinon il ne pourrait plus jamais me faire confiance. Je vais les derniers 2 paragraphes. À 5 heures le samedi matin, nous avions chargé le coffre de la voiture du voisin avec les valises pour notre voyage vers l'aéroport de Paris. En embarquant, je vis les voisins sur les petits perrons de leur maison. Quelqu'un nous lanceront des baies à Dieu. Tout le monde pleurait. J'avais l'estomac noué et des pensées confuses et bousculées dans ma tête. J'ai entendu maman et papa dire que nous ne pourrions plus aller en Italie chaque année, comme je n'étais pas sûre non plus de revenir en France. Ils ont affirmé aussi que nous aurions une vie meilleure en Amérique, mais jamais aussi ma vie ici. Mais j'aimais aussi ma vie ici. J'aimais mes amis, j'aimais mon école et j'aimais notre maison. Je n'aimerais pas l'obscurité et j'étais certaine qu'il allait faire sombre en Amérique. Nous sommes montés dans la voiture. Sonia voulut accompagner ma sœur à l'aéroport. Sa mère accepta de conduire la seconde voiture. Je gardais un œil sur Elisa pour m'assurer qu'elle venait avec nous. Dans la lunette arrière de la voiture que nous précédait, je ne pouvais pas voir que l'arrière de la tête de ma sœur. C'est à cet instant qu'au fond de moi, je compris que cette vie était finie. Ma maison n'était plus ma maison. Je me retournai pour regarder à travers le vitre arrière de la voiture. Une dernière fois, tout cela, jusqu'à ce que nous tournions au coin de la rue. Mon regard se brilla et mon petit monde s'arrêta de vivre à cet instant. Fini. Merci. Merci, Olga. Merci beaucoup pour cette conversation. Nous avons donc 2 questions ici dans le chat pour le moment. C'est Catherine qui demande tout d'abord la première question. Pouvez-vous clarifier pourquoi vous pensez que le rêve américain est impossible maintenant? Vous avez dit que c'est pas possible maintenant le rêve américain. Est-ce que c'est le coût des études ou la montée de l'extrême droite, le type de travail disponible ou pas de travail disponible, quoi d'autre? Je veux clarifier. Je ne pense pas que c'est impossible. Rien n'est impossible parce que si c'est impossible, c'est de perdre l'espoir. Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile que comme c'était à l'époque. Parce que à l'époque, il y avait un système pour le travail. Il y avait aussi c'était après les guerres mondiales, c'était le temps de les temps de l'industrie Industrialisation. Merci. Oui. Alors, les temps étaient un peu plus différents pour l'accueil des les main-d'œuvre, parce qu'il ne fallait pas avoir beaucoup des études pour travailler. C'était un temps différent.
mais pour nous. Mais le rêve n'est pas possible. C'est plus difficile, mais ce n'est pas possible. Oui, merci. Et donc, la deuxième question, très bonne, je pense. Avez-vous des recommandations pour ceux qui voudraient aussi écrire leur histoire d'émigration ou histoire en général? Il faut mettre plume à papier et commencer à écrire parce que les premières écritures ne sont pas les dernières. Pour moi, j'ai passé beaucoup de temps à écrire, à réécrire, à revisiter les histoires. Mais si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Merci. Et donc, nous avons une autre question d'Anna. Mes grands-parents étaient immigrants aux États-Unis de Foggia aussi. Ils sont venus d'une petite village qui s'appelle Calenza Valfortore. D'où venait votre famille à Foggia? Selenza. It's Selenza Selenza. Valfortore. Ah, d'accord, pardon. Selenza. Selenza. Nous sommes de la province de Foggia. C'était un petit village nommé Orsara di Puglia. Et c'était au sud de l'Italie, presque à l'autre côté. De Naples est ici et Orsara di Puglia est l'autre côté du pays. Un trop petit village de 2000 personnes, 2000 à 3000 au cours des temps. Est-ce que vous savez que maintenant en Italie, le gouvernement italien et les mairies, notamment les mairies dans les petits villages où beaucoup de gens sont partis, vendent les maisons et essayent de faire venir des habitants dans ces villages vides pour très peu d'euros. 1 euro, 1000 euros, 10 000 euros, il faut rénover. Est-ce que vous pensez que ça va attirer des Italiens qui sont partis en Amérique pour revenir en Italie? Oui, j'ai une cousine avec qui j'ai parlé de cela qui était intéressée. Oui, je pense qu'il... oui. Et donc, Olga, j'ai une question, peut-être ça sera une dernière question, parce qu'on n'a que quelques minutes, parce qu'il fait déjà, il est 1 heure du matin à France. Donc, vous, quand vous avez émigré d'abord en France, puis aux États-Unis, vous étiez petite, donc c'était douloureux pour vous parce que, vous, comme vous dites, vous avez enfin retrouvé votre enfance heureuse, vous avez vos amis et tout. Et vos parents, en tant qu'adultes, pour eux, c'était plutôt difficile, j'imagine. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez comparer peut-être l'immigration pour un enfant et l'immigration pour les adultes? Est-ce que vous pensez que c'est différent? C'est beaucoup, beaucoup différent. Par exemple, quand nous sommes immigrés à la France, j'avais 2 ans. Mon père avait déjà vécu là pour 1 an. Et pour moi, c'était comme aller à une vacance parce que je suis dans nous sommes allés dans une autre maison, j'ai commencé les écoles, j'ai pu parler le français tout de suite avec les petites amies parce que l'année après que nous sommes allés en France, nous sommes allés en vacances en Italie et je ne parlais plus italien. Alors, c'est beaucoup plus difficile quand la personne est jeune pour apprendre. Mais c'était beaucoup, beaucoup plus difficile quand nous sommes venus aux États-Unis. Mes frères étaient petits, un avait 3 ans, l'autre 6 ans, et c'était beaucoup facile pour eux. Pour le reste de nous et moi, j'étais à l'école, c'était plus facile. Pour mes parents et ma sœur, ma grande sœur, c'était beaucoup, beaucoup difficile. Oui, c'est comme la nuit et le jour pour les enfants et les adultes. Bon, merci beaucoup Olga, merci beaucoup à tout le monde d'être avec nous ce soir. Nous espérons de vous voir demain aussi à Kensington, ceux qui ne sont pas loin, pour une petite séance de signature.
et aussi une présentation cette fois en anglais. Voilà, et pour le moment, je vous dis bonne soirée, bonne nuit pour certains d'entre vous et à bientôt. Bonsoir. Merci.